La double crise sanitaire et économique a remis sur le devant de la scène la question des nationalisations. Bruno Le Maire affirmait au mois de mars qu'il était prêt à tout pour protéger les fleurons de l'industrie française menacés et que cela pourrait passer par des recapitalisations, des prises de participation ou même des nationalisations si nécessaire. À ce jour, aucune nationalisation ne semble envisagée. Par contre, Le Maire a ouvert en grand les vannes du crédit. Il a procédé à la recapitalisation d'Air France. Il a donné 5 milliards d'euros à Renault au moment précis où ses dirigeants déclaraient la guerre aux travailleurs en préparant la fermeture de 3 ou 4 usines et la suppression de milliers d'emplois. Pour Macron et Le Maire, sauver les fleurons de l'industrie française, c'est éviter leur rachat par des concurrents hostiles. C'est surtout préserver coûte que coûte les profits des actionnaires de Renault, Air France, Sanofi et les autres. Et si l'intérêt de ces derniers l'exigeait, nul doute que de véritables nationalisations pourraient être mises en œuvre. Derrière le terme de nationalisation, bien des militants, bien des travailleurs mettent un tout autre contenu. Ainsi, ceux de l'usine Luxfer, qui produisait des bouteilles d'oxygène dans le Puy-de-Dôme, et ceux de Famar, un sous-traitant des laboratoires pharmaceutiques dans le Rhône, ont réclamé ces derniers temps la nationalisation de leur entreprise, directement menacée de fermeture. Ils ont l'espoir qu'une nationalisation permette de sauver leur emploi. On peut comprendre leurs sentiments. Ils se sentent d'autant plus dans leur bon droit qu'ils produisent des médicaments, du matériel qui a fait cruellement défaut au pire de la crise sanitaire. Ils pensent, pour reprendre la formule de Macron pendant le confinement, qu'il existe des biens qui doivent rester hors du secteur privé, comme les médicaments qui pourraient être produits sans profit si les usines étaient dirigées par l'État. Mais toute la question est de savoir au service de qui est l'État. L'État dirigé par Macron ou Le Maire. On a vu comment il n'a même pas été capable de fournir des masques et des tests à toute la population. On a vu comment il a continué, dans la lignée de ses prédécesseurs, à supprimer les postes et à réduire les budgets dans les hôpitaux publics. Quant à ceux qui aspirent à les remplacer, ils sont tout autant respectueux des intérêts du grand patronat. L'État n'est pas neutre, il ne défend pas l'intérêt général, mais les intérêts particuliers de bourgeois liés par de multiples liens au personnel politique et aux hauts fonctionnaires. Il est là pour mettre sa puissance au service des capitalistes, pour leur garantir l'accès aux matières premières ou aux principes actifs, pour subventionner la recherche, pour offrir un marché solvable et des prix de vente élevés. Dans les périodes de crise grave comme celle que nous vivons, comme dans les périodes d'expansion et de développement économique, l'État intervient au service des capitalistes. Les nationalisations font partie de l'arsenal qu'il met au service de la bourgeoisie. Chaque fois que l'État a procédé à des nationalisations, ce fut pour éponger des pertes, pour prendre en charge des restructurations ou des investissements que les capitalistes ne voulaient pas assumer. C'était pour assurer, aux frais de la collectivité, des fonctions vitales pour le fonctionnement des affaires des patrons, dans le transport, l'énergie, la communication. Je voudrais citer un large extrait d'un article publié en 1882 par Paul Lafargue, militant marxiste, dans le journal du Parti ouvrier L'Égalité. En ce moment, l'on est en train de fabriquer un communisme à l'usage des bourgeois. Il est bien modeste. Il se contente de la transformation de certaines industries en services publics. On leur dit « Voyez les postes, elles sont un service public communiste, fonctionnant admirablement au profit de la communauté, et un meilleur marché qu'elles ne pourraient le faire si elles étaient confiées à une compagnie privée, comme c'était autrefois le cas. Le gaz, le chemin de fer métropolitain, la construction des logements ouvriers, etc., doivent devenir eux aussi des services publics. Ils fonctionneront au profit de la communauté et bénéficieront principalement aux bourgeois. Dans la société capitaliste, la transformation de certaines industries en services publics est la dernière forme d'exploitation capitaliste. C'est parce que cette transformation présente des avantages multiples et incontestables aux bourgeois que dans tous les pays, on voit les mêmes industries devenues services publics. Lafargue polémiquait avec Paul Brousse, un socialiste réformiste qui prétendait qu'on pouvait passer au communisme en multipliant les services publics, que les services publics contribuaient à la transformation de la société capitaliste en une société socialiste. En réalité,
Les services publics en question ont permis à des capitalistes de se renflouer avec l'argent public. À cette époque, les compagnies de chemin de fer étaient privées, disposant de concessions accordées par l'État. Or, exactement comme les autoroutes au XXe siècle, eh bien, les lignes de chemin de fer avaient été construites avec un large financement des départements, des communes, de l'État. Et très vite, l'État a racheté les compagnies en difficulté. Il reprenait ainsi les déficits, laissant au privé ce qui rapportait. En 1937, le gouvernement du Front populaire, dirigé par Léon Blum, a nationalisé l'ensemble des compagnies ferroviaires pour créer la SNCF. Ce n'est pas parce qu'il était socialiste, c'est parce que ces compagnies étaient percluses de dettes. Avec la nationalisation, toutes leurs dettes furent annulées. Les actionnaires des compagnies reçurent 49% des actions de la nouvelle société publique, avec une rente de 6% par an. Et cela dura pour certains jusqu'en 1982. Le gouvernement de Léon Blum n'a pas osé nationaliser la Banque de France, contrôlée par les 200 familles les plus riches du pays. Par contre, il a racheté les usines d'aviation militaire, dont celle de Bloc d'Assaut, presque toutes dans une situation financière misérable, comme le dira Léon Blum lui-même durant son procès. Ces nationalisations permirent à Marcel Dassault de rester à la tête de son entreprise nationalisée, tout en développant sa propre société privée. Presque 50 ans plus tard, son fils renouvellera l'opération sous Mitterrand. La famille Dassault est l'exemple type de ces capitalistes qui ont profité à fond des nationalisations. Dans les milieux de gauche, voire d'extrême gauche, il est devenu une banalité de se référer au programme du CNR, le Conseil national de la résistance. Le gouvernement d'union nationale, mis en place dans les années 1944-47, sous l'égide de De Gaulle, a alors nationalisé des dizaines d'entreprises. Des usines Renault au secteur du gaz et de l'électricité, en passant par les houillères, les transports aériens, les principales banques, dont la Banque de France, et les compagnies d'assurance. Mais ces nationalisations n'étaient pas le résultat d'une victoire politique ou idéologique des rédacteurs du programme du CNR. C'était une impérieuse nécessité économique pour reconstruire un appareil productif détruit par la guerre. À l'exception de Renault, ces nationalisations se sont faites avec l'assentiment de leurs anciens propriétaires et moyennant des indemnités conséquentes. Elles ne résultaient pas d'une exception française due à la présence de milices communistes au gouvernement. De la Grande-Bretagne à l'Italie, des nationalisations équivalentes, en particulier des banques et des industries de l'énergie, eurent lieu dans toute l'Europe détruite par la guerre. Si de telles nationalisations eurent lieu partout, c'est que les mines de charbon, les usines de gaz ou d'électricité étaient dans un état d'usure ou d'obsolescence si grave qu'il fallait réaliser en urgence des investissements lourds. Aucun capitaliste privé ne voulait ni ne pouvait immobiliser des capitaux pour les réaliser. La nationalisation de ces secteurs permit de mettre à disposition des industriels de l'électricité, du gaz, du charbon très bon marché. Ils furent les premiers bénéficiaires de ces nationalisations. Quant aux travailleurs de ces usines, ils n'avaient pas plus de pouvoir de décision que dans les entreprises capitalistes. Le seul pouvoir qu'ont eu, pour un très court moment, non pas les travailleurs, mais les responsables syndicaux et les cadres du Parti communiste français, ce fut de faire suer le burnous aux travailleurs, sous prétexte qu'il fallait gagner la bataille du charbon. Aux capitalistes nationalisés, l'État versa des indemnités. Aux classes populaires, il imposa les cartes d'alimentation, des semaines de 48 ou 50 heures et des salaires de famine. Durant la quarantaine d'années qui suivit la guerre, des secteurs entiers de l'économie étaient donc nationalisés. Ni De Gaulle, ni Pompidou, ni Giscard, au pouvoir durant ces années-là, n'étaient des bolcheviks. Ils veillaient aux intérêts bien compris de la bourgeoisie, en l'aidant à développer ses moyens de production dans cette période où les marchés s'étendaient. Par le biais de commandes publiques pour construire des barrages, des autoroutes, des réseaux téléphoniques ou des centrales nucléaires, ils ont permis aux Wendel, Schlumberger et autres Bouygues de s'enrichir. À partir des années 1980-90, sauf exception, le soutien et l'intervention de l'État en faveur des capitalistes a cessé de prendre la forme des nationalisations. Les exigences de la bourgeoisie étaient désormais la privatisation des secteurs les plus rentables de l'industrie et des services.
Le principal moyen d'encaisser des profits n'est plus d'investir des capitaux dans la production de marchandises, mais dans la finance. La bourgeoisie réduit les investissements productifs et se contente de racheter des secteurs déjà existants. Cela a conduit l'État à privatiser les autoroutes, les télécoms, l'énergie, l'aérospatiale, etc. La bourgeoisie exige de recevoir de l'État des exonérations fiscales ou sociales, des subventions diverses pour la recherche ou autres. Pour la satisfaire, l'État n'a cessé de revendre ses bijoux de famille et de s'endetter. La crise actuelle ne peut qu'aggraver encore la financiarisation de l'économie. En même temps, cette crise aggrave la guerre sans merci que se livrent les grands groupes internationaux pour se partager un marché solvable limité. Dans cette rivalité, chacun de ces groupes s'appuie sur son État national qui protège ses intérêts. Et ces États n'hésiteront pas à renflouer leurs champions nationaux, y compris en allant jusqu'à la nationalisation temporaire ou permanente. Il faut se souvenir de 2008. En Grande-Bretagne, l'État avait nationalisé la banque Northern Rock, menacée de faillite. Aux États-Unis, la Réserve fédérale avait déboursé quelques 180 milliards de dollars pour racheter l'assureur AIG. Dans tous les pays, les dirigeants qui affichaient le libéralisme le plus intransigeant, de Bush à Sarkozy, ont mis en œuvre des politiques étatistes et interventionnistes. Ils ont nationalisé les pertes des banquiers pour sauver les banques. Ce recours aux nationalisations est une preuve de la faillite de la classe capitaliste et de son économie de marché. Elle montre que le niveau atteint par les capacités de production exige une gestion commune et planifiée à l'échelle du monde des ressources, des moyens de production, de transport et de distribution. Il faut achever la socialisation de l'économie déjà engagée. Mais les nationalisations réalisées par l'État des bourgeois ne vont pas dans cette direction. Pour pouvoir satisfaire les besoins de tous, les travailleurs doivent prendre eux-mêmes le contrôle de toute la production. Ils doivent collectiviser les entreprises, c'est-à-dire les exproprier sans indemnité ni rachat. Cela implique qu'ils prennent le pouvoir politique, qu'ils renversent l'État en place, dont toutes les institutions, de la police à la justice, en passant par la haute administration, sont dévouées corps et âme aux intérêts de la bourgeoisie. Ce programme est aux antipodes des nationalisations proposées par Lomer ou par tel député de l'opposition.